donc j'espère que là on m'entend bien. On va entamer ce dernier débat du stand PRCF de cette édition de la Fête de l'Humanité. Donc j'ai le plaisir d'animer ce débat, donc organisé par le PRCF. Donc c'est une table ronde essentielle ce matin, puisque la question centrale, et Clément le disait tout à l'heure, c'est comment gagner, comment faire gagner la France des travailleurs face à Macron, face à Le Pen, face à l'UE, face à l'OTAN, dans ce broyeur dans lequel on est actuellement, face à des gouvernements toujours plus impopulaires et toujours plus illégitimes, qui ne sont là que pour une chose, c'est-à-dire attaquer tous les conquis sociaux, faire encore une fois au profit des capitalistes, des riches, et tout ça sous les ordres de Bruxelles, dont c'est la raison d'être. Et donc on a une table ronde ce matin politico-syndicale, avec notamment le PRCF par la voix de Fadi Kassem et Jean-Michel Toulouse pour le PARDEM, mais aussi surtout beaucoup de figures syndicales. Donc on va parler d'éducation, de recherche, de l'armement, des transports et plus globalement de la stratégie de l'ensemble des travailleurs pour reconstruire la France des travailleurs, pour reconstruire aussi notre industrie. On va parler de ça parce que c'est essentiel. Et donc comment faire gagner une alternative patriotique et populaire dans la France d'aujourd'hui. Donc sans plus attendre, j'appelle notre premier intervenant. Oui, et ils se présenteront, je pense, au fur et à mesure. Donc c'est Valentin Labourdette, qui est donc ingénieur et syndicaliste CGT chez Thales dans les Yvelines, que j'invite à prendre la parole. Je suis ingénieur. Oui, on m'entend bien. Oui, on m'entend bien. Alors, donc, c'est difficile de commencer. Hein. Le sujet, c'est donc construire une véritable alternative patriotique et populaire. Et chacun de ces mots est vraiment très important. La construction, parce que en tant que syndicaliste, on a énormément à faire pour ramener le politique dans l'entreprise. Krasuki disait le syndicalisme, c'est le carreau cassé et le changement de société. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le syndicalisme, ce n'est que le carreau cassé. C'est faux. C'est faux. Il faut ramener du politique et le changement de société. C'est très important pour nous. Donc, une alternative populaire, ça pour nous, c'est surtout le travail du politique. Nous, on fait une alternative ouvrière jusqu'à, évidemment, que politiquement on construise la société socialiste où ce sera confondu puisque c'est le peuple travailleur qui aura le pouvoir. Là où je vais beaucoup insister aujourd'hui, c'est sur le côté une alternative patriotique. C'est très important parce que c'est quelque chose qui a été oublié pendant longtemps, qui a été mis de côté alors que c'est essentiel pour les travailleurs. Le drapeau, des symboles patriotiques et nos entreprises, parce que on a un bien meilleur discours que l'extrême droite et pourtant on lui laisse à trop d'endroits, on laisse à l'extrême droite le monopole du patriotisme. Alors que, qu'est-ce que c'est leur patriotisme finalement ? Le patriotisme de l'extrême droite, c'est simplement « j'aime pas les Arabes ». Alors que nous, le patriotisme, on l'exprime dans la CGT, et surtout dans la CGT Thales, parce que c'est nous qui défendons nos usines, c'est nous qui défendons la relocalisation des emplois, c'est nous qui parlons de réindustrialisation. Avec des plans extrêmement concrets. Il faut savoir que nous, à la CGT Thales, on a fait annuler des plans de licenciement en allant en préfecture avec des projets de reconversion. On les a fait interdire, on a fait réembaucher tous les travailleurs. On l'a fait à Pont-Audemer, on l'a fait à La Ferté. C'est des choses très importantes. Et ça, aujourd'hui, on ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez et ça nous dessert. Il faut qu'on leur dise que c'est nous les vrais patriotes, parce que ce qui compte, c'est le travail ici et maintenant. C'est nos entreprises, c'est nos usines, c'est nos travailleurs. Et ça, ils ne s'en occupent jamais. Je vais donner un autre exemple là-dessus qui est très très important, qui est une chose dont la CGT est très absente, malheureusement, c'est la langue française, et notamment en entreprise. Moi, je travaille dans une entreprise de l'armement.
Donc il n'y a quasiment que des Français dans l'entreprise. On nous fait faire des documentations internes en anglais, des spécifications en anglais. On nous parle en anglais, on nous force à communiquer entre nous en anglais, alors que beaucoup de travailleurs, surtout les ouvriers, surtout ceux qui sont là depuis longtemps, ne parlent pas cette langue en fait. Et il n'y a aucun intérêt entre nous à le faire. Elle est pourtant imposée. Et ça, c'est un combat dans lequel nous ne sommes pas. Donc, il y a vraiment un travail en tant que syndicaliste à faire pour construire une alternative patriotique et populaire. Je répète, chacun de ces mots est essentiel. Bravo! Merci beaucoup Valentin, et donc j'invite maintenant Damien Fernandez à prendre la parole, et qui lui est syndicaliste CGT dans l'enseignement supérieur et qui va nous parler, je pense, aussi de toutes les attaques subies, mais aussi bien sûr comment se battre. Merci, bonjour. Effectivement, on parle un peu moins souvent de l'enseignement supérieur et de la recherche que de l'hôpital, et pourtant c'est un secteur qui est extrêmement touché, qui est dans une situation catastrophique. Juste sur le plan matériel, déjà, il y a encore énormément de bâtiments qui sont insalubres, qui sont... quand je travaillais encore, il y avait... les dernières années... ça arrive de travailler l'hiver, de descendre à 14 degrés, de monter l'été à 36 degrés dans des bâtiments où on est censé travailler. Donc c'est encore des passoires thermiques, et ça se résorbe très très lentement. Les conditions, elles sont extrêmement mauvaises pour les étudiants. Le taux de pauvreté est énorme. Ils ont introduit la sélection. Ça faisait longtemps qu'ils essayaient de la mettre en place. Ils ont réussi à introduire la sélection à l'université petit à petit. Les droits d'entrée à l'université, ils sont mis en place. Ils ont commencé par les mettre en place pour les étudiants étrangers, bien sûr. Et le but, et ils essayent vraiment régulièrement, c'est de faire payer tous les étudiants. Donc clairement, on s'éloigne de l'université qu'on voulait, d'une université libre, émancipatrice, ouverte à tous. On va de plus en plus vers une université privatisée. Et ça touche aussi les personnels, puisque là, c'est une des fonctions publiques où il y a le plus de précarité. Il y a à peu près 40% de personnel qui sont précaires. Et ça touche tout le monde. Ça touche les enseignants-chercheurs, donc ceux qu'on connaît le plus. Il y a énormément de vacataires, de petits emplois, surtout chez les jeunes, qui sont utilisés 1 an ou 2 et puis qui ensuite sont dégagés comme des mouchoirs. Mais ça touche tous les autres personnels. Il y a aussi quand même à peu près un tiers de personnel technique qu'il ne faut pas oublier, technique, administratif, etc. Qui sont aussi de plus en plus précarisés avec des CDD, et maintenant des CDD de projet qui sont des CDD qui donnent lieu à rien derrière. Et voilà. Et puis les salaires aussi, évidemment, comme dans toute la fonction publique, le point d'indice qui sert à calculer le salaire qui n'augmente pas. Voilà. Donc la situation est catastrophique. C'est catastrophique aussi pour la recherche, parce que c'est vraiment le lien entre enseignement supérieur et recherche, l'université. Et la recherche, elle est de plus en plus contrôlée. Il y a des profs qui sont suspendus pour avoir critiqué, par exemple, le génocide en Palestine, ou pour d'autres choses. Il y a de plus en plus d'atteintes à la liberté universitaire. Les enseignants-chercheurs avaient une certaine liberté, normalement, et ils l'ont de moins en moins. Voilà. Et le pire, évidemment, c'est la dépendance vis-à-vis de la sphère privée. Il y a tout un mouvement vraiment large pour inféoder l'université au privé, donc aux grandes entreprises, donc évidemment aux intérêts capitalistes. Tout ça s'inscrit dans un processus qui est vraiment pas nouveau. Ils ont mis longtemps à essayer de l'imposer, et les réformes s'appliquent au fur et à mesure. Mais globalement, c'est un processus. Il y a eu plusieurs noms. Il y a le processus de Bologne, le Conseil européen de Barcelone, l'espace européen de la recherche, la stratégie de Lisbonne. Tout ça, c'est globalement un grand projet de l'Union européenne pour créer un grand marché de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec l'idée de privatiser l'enseignement supérieur. Et donc voilà, la sélection des étudiants, ça sert à ça. Parce qu'on sélectionne les étudiants au départ, et on les sélectionne pour se débrouiller, pour qu'il y en ait qui puissent pas avoir de poste, enfin de cursus dans
dans la fac qu'ils voulaient. Et donc du coup, ça ouvre la voie aux universités privées. L'université privée, l'enseignement supérieur privé a explosé. On était à 13% à peu près en 2000, on est à 26%. Donc il y a vraiment une privatisation de l'enseignement supérieur dont on ne se rend pas compte et qui avance à une vitesse extraordinaire. Et tout ça au détriment des étudiants, parce que c'est évidemment payant. Voilà, et donc là il y a la marchandisation, la privatisation de l'éducation, de l'enseignement supérieur, et il y a la marchandisation de la recherche. L'idée c'est d'orienter la recherche vers les intérêts capitalistes. Le financement de la recherche a été complètement modifié progressivement, et maintenant il n'y a plus de financement quasiment de financement pérenne qui permet aux chercheurs de chercher sur ce qui leur semble pertinent et utile à long terme, mais il faut chercher des budgets sur des appels à projets, et tout ça, ça amène à avoir uniquement des projets qui répondent à des intérêts capitalistes en fait. Il y a l'idée de favoriser les entreprises privées et les partenariats avec des entreprises privées. Donc ce financement de la recherche, il se fait en France, mais il se fait énormément aussi au niveau européen. Il y a des financements européens, ça représente plus de 10% des financements. Et évidemment, il y a des orientations qui sont données au niveau européen, qui sont sur des intérêts politiques clairement orientés vers le capitalisme. Il y a des obligations pour la recherche française de se caler sur la recherche européenne. Donc clairement, on est sur un formatage de la recherche et une orientation orientée vers les intérêts capitalistes et maintenant aussi vers la défense et vers l'armée. Puisque dans les nouvelles orientations de financement de la recherche européen, il y a des intérêts militaires qui sont mis en place. Donc clairement, l'orientation de la recherche, c'est vers les intérêts capitalistes et vers l'armée. Et on s'éloigne vraiment de ce qu'on espérait pour une recherche émancipatrice qui permette de viser l'émancipation du genre humain. Et voilà, donc maintenant, si on veut arrêter ce processus, il faut s'investir syndicalement, mais il faut aussi défendre la vision d'ensemble pour faire comprendre cette vision d'ensemble qui a une logique générale défendue par l'Union européenne et qu'elle défend une recherche antisociale au seul profit des capitalistes et de la guerre. Et contre ça, il faut à tout prix qu'on arrive à défendre notre indépendance nationale pour refaire un enseignement supérieur, pour refaire de ça le bien public qu'on voudrait qu'il soit, et pour reprendre le contrôle de la recherche et reconquérir les lumières communes, c'est-à-dire cette recherche qui sert vraiment l'émancipation populaire. Et donc pour ça, il y a une seule solution, il faut se débarrasser de cette Union européenne et reconquérir une vraie indépendance nationale pour un vrai contrôle populaire de l'enseignement supérieur et de la recherche émancipateur. Bravo. Bravo. Eh bien, merci beaucoup Damien, et notamment tu as fait le lien avec une question que j'ai trop peu évoquée dans l'introduction de cette table ronde, c'est effectivement la question de la marche à la guerre, sur laquelle les travailleurs de ce pays, on insiste, sont les seules forces à même d'enrayer cette marche à la guerre et de défendre la paix pour l'ensemble du pays. Donc c'est extrêmement important, et on voit à quel point dans tous les secteurs, y compris donc la recherche, tout converge vers aujourd'hui cette marche à la guerre. Je ne l'ai pas précisé aussi tout à l'heure, mais bien sûr, là, il y a des prises de parole, et chacun, je le redis pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, beaucoup de syndicalistes de divers secteurs, les transports, la recherche, l'enseignement, l'armement. Mais après, il y aura bien sûr un temps d'échange avec vous, on prendra des questions, des réponses, et on abordera peut-être un petit peu plus aussi la question des mouvements sociaux actuellement en septembre, la journée du 10, les perspectives aussi de grève et de blocage dans le pays, que chacun donne un petit peu son analyse de ce qui peut se passer pour enrayer ce nouveau gouvernement impopulaire et illégitime, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc sans plus attendre, je passe maintenant la parole à Baptiste Poisson, qui lui est ouvrier métallurgiste, syndicaliste CGT, et qui est le secrétaire national du mouvement de jeunesse du PRCF, qui est donc la jeunesse pour la renaissance, pour la renaissance communiste en France. Bravo. Merci Pauline.
Oui, donc bon, comme ça a été dit, je suis ouvrier métallurgiste, syndicaliste CGT, secrétaire national de la JRCF. Je m'exprimerai au titre de ces 3 étiquettes, on va dire, à la fois en même temps et parfois successivement. Puisque ce dernier temps, j'ai été pas mal occupé sur la question des luttes avec le 10 septembre, un mouvement dans lequel je me suis beaucoup investi en tant qu'ouvrier, en tant que syndicaliste aussi. J'aimerais vous expliquer un peu comment et ce que j'ai pu pointer à la fois comme manquement, mais aussi comme perspective dans tout ça. En arrivant dans les boucles Telegram d'organisation du mouvement, j'ai constaté une chose, et en allant sur les AG, que la grande absente de ce mouvement, c'est criant, c'est la classe ouvrière. Alors, en communiste, je suis arrivé, j'ai poussé à ce que les tractages se fassent prioritairement devant les entreprises. Ça ne s'est pas toujours fait, mais en tout cas, on a réussi à mettre ça en place là où c'était possible. On a réussi à trouver des volontaires pour y aller. Et quand on y va, on se rend compte d'une chose, la classe ouvrière, elle veut en découdre aujourd'hui, et elle n'arrive pas à trouver ce débouché. Elle veut une ligne pour gagner, et cette ligne, elle ne la trouve pas aujourd'hui. Alors c'est à nous, les militants dans la CGT, les militants combatifs dans la CGT, les communistes, tous ceux qui veulent une ligne pour gagner, tous ceux qui veulent une lutte efficace, d'aller proposer à la classe ouvrière une ligne dans laquelle elle se reconnaît et dans laquelle une ligne qu'elle va s'approprier et qu'elle va investir. Alors, je me suis aussi investi dans le mouvement en demandant dans le mouvement, dans les boucles d'organisation qui viennent tracter à la sortie de ma propre entreprise, ce que je ne peux pas faire moi-même, pour appuyer la demande de grève, pour appuyer les syndicalistes qui, dans le syndicat, voulaient le plus aller sur le 10, et surtout pour nous aider, nous, dans nos argumentations auprès de nos collègues, et de pousser à ce qu'on puisse faire quelque chose. Bon, force est de constater qu'il y a un besoin, il y a une demande, il y a une volonté d'en découdre, mais les collègues, la classe ouvrière en général, elle ne s'est pas trop investie sur ce 10. Il y en a qui y sont allés. Nous, on a un fort taux d'absence dans mon service, c'était 100% sur mon 8. Malheureusement, j'étais le seul sur le piquet de grève de mon service. Et donc, qu'est-ce qu'on constate sur le piquet de grève quand on discute avec les camarades dans la CGT? On marche sur qu'une seule jambe en ce moment. Les syndicalistes sont très volontaires. Dans la boîte, on gagne les élections, en tout cas chez les Bleus de Travail, mais on est reconnu comme étant utile, on est reconnu comme étant nécessaire, comme défendant nos collègues. Mais les collègues, ils ne se syndiquent plus, ils votent pour nous seulement, et ils ne viennent plus sur les piquets de grève. Alors, à la fois, la classe ouvrière était la grande absente du 10, mais dans l'entreprise, la grande absente, c'est la politique. On marche que sur une seule jambe. On fait bien le boulot dans les boîtes pour défendre les collègues, on est reconnu comme ça. Mais malheureusement, on ne propose rien, on ne propose pas de débouchés stratégiques et de propositions politiques. Et donc, en tant que communiste, c'est notre devoir d'aller militer prioritairement à la classe, devant les entreprises, et surtout de viser à la reconstruction de ce qui était le cœur battant du parti à l'époque, les cellules d'entreprise. Parce que là aussi, il y a une demande. Les camarades, ils sont là sur le piquet de grève. Il faut qu'on se repasse de la documentation, il faut qu'on se reforme. Alors oui, il faut qu'on se forme sur la convention collective, il faut qu'on puisse défendre légalement le salarié, mais il faut aussi qu'on puisse le défendre politiquement. Et il y a des luttes de masse à mener dans les entreprises, ça a été dit par Valentin, une lutte qui va au-delà de la question, au-delà des communistes et qui peut être appropriée par toute la classe ouvrière. Bon, il y a des endroits où c'est moins constatable, mais dans les boîtes comme celle de Valentin, dans des boîtes comme la mienne, la question de la langue française est la défense de la langue française est une lutte à mener. Car oui, les ouvriers sur le terrain, quand ils voient les managers, les Human Resources Business Partners qui arrivent pour faire de la défense de la sécurité, mais qui est plutôt de la répression, qui s'appelle People Safety at Work, et qui nous pondent des plans d'économie qui prennent des noms anglais comme Sparrow, comme... je pourrais vous en citer plein comme ça, mais quand les ouvriers qui ne comprennent pas ces mots voient les cols blancs débarquer tout fiers de leur langage où ils se sentent cool et dominants, surtout c'est une domination de la classe ouvrière, pour le coup c'est une domination symbolique et c'est une manière de mobiliser la classe ouvrière. Là il y a une lutte de classe à mener, c'est pas juste la défense d'un totem, là c'est une lutte. Si ils arrivent à imposer à 100% l'anglais dans nos boîtes, qu'est-ce qui va se passer? On sera interchangeable partout. La concurrence, elle va être ce sera plus sur le territoire national, la concurrence entre travailleurs, ça va être dans le monde entier.
ça va être une casse de nos salaires, ça va être une casse de nos industries, ça va être une casse totale de la classe ouvrière. Il faut absolument le mener, ce combat de front. Et c'est comme ça qu'on va conquérir la classe ouvrière, parce qu'elle veut qu'on puisse mener aussi des luttes patriotiques de ce type. Enfin, une autre lutte à mener essentielle et une question de survie, c'est la question de la paix. En l'occurrence, ouvriers métallurgistes, bon, on est un peu au cœur de la bête, et c'est là qu'on a l'armement. Valentin en parlait tout à l'heure. Bon, chez Airbus, on produit aussi des avions militaires, des avions de transport, de matériel. Quand les collègues voient les plans d'économie qu'on leur impose, et qu'en même temps, on leur annonce la bouche en cœur, qu'on doit envoyer des milliards pour subventionner la guerre, on doit envoyer des armes, qu'on doit augmenter les budgets militaires, des budgets militaires qui ont même doublé depuis 2017. Qu'est-ce qu'ils pensent? Là aussi, ils veulent en découdre. Hein. Là aussi, ils veulent dire non. Et là aussi, ils veulent aller les chercher pour leur dire non, non, mais maintenant, c'est nos hôpitaux qu'on va financer. Maintenant, c'est les salaires qu'on va défendre. Maintenant, c'est l'industrie qu'on va réinstaller en France. Voilà. L'argent pour les salaires, pas pour la guerre. L'argent pour les salaires, pas pour la guerre. Ah voilà, ça c'est un slogan de masse. Ça. Je peux vous assurer que ça prend. Et donc la ligne de la paix, la question de la paix, elle doit aussi et prioritairement, je pense, être prise, et là je vais parler au titre de secrétaire national de la JRCF, par la jeunesse, parce que la classe d'âge qui a le plus, la catégorie de la population qui a le plus intérêt à la paix, c'est ceux qui ont tout le temps devant eux pour vivre, c'est ceux qui vont être exploités dans l'économie de guerre, c'est ceux qui vont voir leur pays détruit dans une construction d'armée européenne, c'est les jeunes qui surtout ne veulent pas mourir sur le front. L'armée française, elle est composée de jeunes militaires, c'est les gens qui meurent sur le front, c'est toujours des jeunes, et donc c'est à nous de porter ce combat, c'est à nous d'agiter la jeunesse aussi là-dessus, et c'est à nous d'agiter la jeunesse là-dessus, et de lui dire d'aller à la sortie des entreprises aussi pour porter ce sujet. Enfin, bon, je voulais parler de ça, mais Valentin l'a très bien évoqué, la question du patriotisme dans la classe ouvrière. Pourquoi la classe ouvrière? Déjà, c'est la classe révolutionnaire, c'est simple. C'est la classe qui a le plus intérêt à abattre le capitalisme, mais c'est aussi la classe qui est le plus capable de le faire. Tout simplement parce que c'est à la fois la classe qui est la plus exploitée, mais justement parce que c'est la classe qui produit le plus. Et quand on produit le plus, c'est les profits qu'on donne au patronat, et quand on lui coupe le robinet, et ben c'est là qu'on l'assèche et qu'on le rend plus faible que jamais. Et c'est pareil sur la question du patriotisme. La classe ouvrière, elle n'est pas patriote parce que ça fait joli, elle est patriote par nécessité en fait finalement. Parce que quand elle voit les hôpitaux qui sont détruits, quand elle voit comment le capital qui détruit son pays, qui veut défaire tout ce qui a été fait par les anciens, casser les conquêtes sociales qui sont des conquêtes finalement nationales. La sécurité sociale, elle est nationale, c'est sur le territoire national. Toutes nos infrastructures, toutes nos autoroutes, notre rail, etc. Tout ça, c'est national. Et ben ils veulent défendre ça, c'est ça qu'ils veulent défendre. Et donc la classe ouvrière, elle est patriote à la fois aussi par nécessité, mais aussi parce qu'elle a intérêt, alors par intérêt, mais aussi parce que c'est la plus à même, il faut qu'on aille la porter la ligne, parce que c'est la plus à même de défendre le pays, de défendre cette casse nationale. Et donc, en vue du 18, les slogans qu'on doit faire gagner, pour moi, slogan de masse, l'argent pour les salaires, pas pour la guerre, ils cassent notre pays, bloquons les profits, parce que ça va prendre. Et surtout, tous ensemble en même temps, dans le même sens, fini les journées plan-plan, une journée de grève par-ci, une journée de grève par-là, ça nous coûte cher, on en a marre, c'est perdant. Ça ne sera pas investi par la classe ouvrière, il faut porter un droit au but là. Droit au but, on monte tous à Paris sur les lieux de pouvoir, massivement, appuyés par la grève. Et c'est ça la ligne qui va gagner. Ils cassent notre pays, bloquons leurs profits. 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 Merci beaucoup Baptiste, et on a eu le plaisir d'être rejoint donc, par Mathieu Bolreda qui est syndicaliste CGT cheminot à la gare de Versailles-Chantier. Donc on va l'inviter également et bien évidemment à prendre la parole, mais juste après donc Jean-Michel Toulouse qui lui est porte-parole national du PARDEM, donc le Parti pour la démondialisation. Voilà Jean-Michel, je te laisse. Merci.
Bon, d'abord, merci au PRCF de cette invitation. Bon, moi, je suis un ancien directeur d'hôpital. Je ne vais pas vous parler d'hôpital parce que ça serait trop long, mais je répondrai à vos questions si vous le souhaitez. Bon, pour être court, je dirais 3 choses. Premièrement, quel est le bilan de presque 40 à 50 ans de capitalisme financier mondialisé. Deuxièmement, où on en est au niveau des organisations de salariés au sens large et au niveau des organisations politiques. Et malheureusement, le bilan là-dessus est assez catastrophique. Et troisièmement, j'inverserai peut-être l'ordre, excusez-moi, quelles sont les causes de cette situation qu'on connaît aujourd'hui? Alors le bilan, je ne vais pas en parler, les syndicalistes ici présents en ont longuement parlé. Mais bon, 3-4 chiffres quand même, hein, qui méritent d'être connus. Avant l'euro, ce qui vous dit un petit peu quelle conception on a au parti de la mondialisation sur l'euro, l'industrie, c'était 23% du PIB en 2001. Aujourd'hui, 9%. On est en pleine dégringolade. Et c'est pas fini. Voilà le brillant résultat de 40 ans, 50 ans de capitalisme néolibéral, mondialisé, financiarisé. Tous les services publics sont détruits ou démolis. Alors, ils en ont parlé, les camarades. L'éducation, le logement, la poste, la santé, l'hôpital public, qui est sur le point d'être totalement détruit. Au profit de qui, vous le savez? Au profit des assurances privées qui n'attendent que ça, et au profit des cliniques, hein, qui, bien évidemment, en profitent pour avancer leur pion. Et puis, au niveau du chômage, alors là, les syndicalistes en parleront mieux que moi, on n'est pas du tout à 2,5 millions de chômeurs, hein, parce que là aussi, on est en pleine manipulation propagandiste, hein, de tous les instruments d'information sont transformés en office de propagande de la bourgeoisie compradorisée parisienne, qui n'est plus du tout une bourgeoisie, si vous voulez, qui avait pour objectif, il y a bien longtemps, l'industrialisation jouée dans ce pays. Aujourd'hui, la bourgeoisie française est une bourgeoisie compradorisée, mondialisée, et qui est totalement parasitaire par rapport à la production dans ce pays. Le voilà le bilan. Je continue pas parce que on pourrait continuer longtemps. Les causes, je viens d'en citer une. La bourgeoisie de ce pays est une bourgeoisie comprador, totalement ennemie de la nation. Et quand moi je parle de nation, comme vous tous, c'est la nation de 1792, c'est la nation de Robespierre, de Saint-Just, de Couthon, c'est la nation des ouvriers réprimés en 1848, c'est la nation des communards, c'est la nation de Tranquille, c'est la nation du Conseil national de la résistance. Et c'est la nation d'aujourd'hui qui, effectivement, doit liquider sans pitié toute cette bureaucratie européenne que tout le monde connaît. Et je citerai 4 organisations qu'il faut absolument avoir comme cible. Le Conseil européen, toutes non élues, hein, évidemment, toutes non élues. Le Conseil européen, la Commission de Bruxelles, la BCE et la CJUE, la fameuse Cour de justice de l'Union européenne, que vous connaissez tous. Et voilà, et maintenant, on nous parle de primauté du droit européen sur le droit national. Voilà. D'ailleurs, le PRCF, j'en profite, et j'ai bientôt terminé, rassurez-vous, le PRCF, le Parti de la mondialisation, la dynamique populaire constituante, le RPS FIER, j'espère que je n'oublie personne, ont mis en place, si vous voulez, une coordination pour essayer d'obtenir un nouveau référendum, puisque c'est le 20e anniversaire, vous vous souvenez, du fameux référendum de 2005, sur lequel la bourgeoisie française et ses complices sociodémocrates et autres se sont assis dessus. Eh bien, nous demandons un nouveau référendum avec la possibilité de quitter cette Union européenne qui est destructrice pour notre pays. Bien, et qu'est-ce que nous offre encore donc cette bourgeoisie compradorisée dont je parlais? Eh bien la guerre, ça a été dit. Ah, que c'est précieux, une bonne guerre.
qu'est-ce que c'est utile pour détourner l'attention de ce peuple. Mais je ne pense pas que le peuple français, qui a une très très grande expérience depuis le 9 Thermidor, parce que finalement, cette bourgeoisie comprador, elle domine depuis le 9 Thermidor 94. C'est ça qu'il faut absolument abattre. Bon, je ne vais pas faire un cours d'histoire, tout le monde le connaît, c'est tout ça. Alors que faire, pour finir? Que faire? Moi, je suis content d'être avec des syndicalistes de la CGT. C'était mon syndicat. J'ai participé dans une autre vie à la création de l'Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens de la santé dans l'hôpital public. Et il continue, mais peut-être pas sur les bases que je souhaiterais. Et je suis vraiment très content et très heureux d'être dans ce débat avec des syndicalistes de la CGT, seul syndicat sur lequel nous pouvons encore fonder quelque espoir, parce que c'est la relève pour déboulonner, et il faudra absolument le faire un jour ou l'autre, cette direction social-démocrate et réformiste qui a parasité la direction actuelle de ce syndicat. Donc, ce qu'il faut faire, je pense que c'est restructurer la totalité des forces syndicales de ce pays, et je pense que la CGT doit être, et elle l'est pour certaines de ses fédérations et certains de ses militants, de plus en plus nombreux, à l'avant-garde donc d'un syndicat de classe et de masse que la CGT n'aurait jamais dû cesser d'être. Et puis, donc ça, j'arrête sur les organisations syndicales, il y aurait beaucoup à dire, bien évidemment, mais je pense qu'on va dans la bonne direction. Alors, les partis politiques, bon, on en a un qui est invité ici, donc je l'épargnerai, même si il le sait lui-même d'ailleurs, parce qu'il n'est pas d'accord avec ça. Il y a un petit peu trop je dirais, d'opportunisme vis-à-vis de certaines organisations, celles que j'ai citées tout à l'heure, l'UE, l'Euro, la BCE, l'OTAN, etc. Et je trouve, bon, vous avez reconnu de qui je parle, tous les autres partis, quels qu'ils soient, sont des partis européanisés. Mais ces gens-là, qui sont censés avoir une analyse politique, notamment marxiste, c'est la mienne, devraient quand même comprendre que il n'y a plus de pouvoir national, il n'y a plus de compétences nationales. Tout a été confisqué, tout a été préempté par les organisations dont je vous parlais tout à l'heure. La politique économique, la politique budgétaire, la politique sociale, la politique monétaire, toutes ces politiques fondamentales, elles sont préemptées et décidées au niveau européen. Si bien que nous avons affaire ici, dans nos États, pas qu'en France, à une sorte de théâtre d'ombre. La politique, ça n'est plus ici que ça se décide. Elle se décide à Bruxelles, à Francfort et à Strasbourg. Et encore à Strasbourg. J'aurais dû vous parler du Parlement. Le Parlement européen, entre guillemets, qui n'a même pas le pouvoir législatif, qui n'a même pas, vous le savez, j'imagine, hein, le Parlement européen, un Parlement, s'il vous plaît, il n'a même pas le pouvoir législatif. Il délibère sur des propositions qui lui sont présentées par la Commission. Voilà où on en est. Eh bien, chers camarades, je pense que, et la journée du 10, dont il a été parlé ici, et dont était absente effectivement malheureusement la classe ouvrière, eh bien, la seule chose que nous avons à faire pour en finir avec ces partis politiques, qui sont des partis politiques, qui sont perdus dans la représentation, qui sont perdus dans la collaboration de classe, qui sont perdus dans le manque de lucidité politique, eh bien, je pense qu'il faut travailler à la base avec le peuple lui-même et arriver à mettre en place une sorte d'autogestion des luttes au sein de l'Assemblée générale, que ce soit dans les entreprises, bien entendu, ou dans les communes, et faire que ce peuple, qui jusqu'ici est bâillonné, puisse enfin s'exprimer et que nous retrouvions la dynamique de la grande révolution française qui, je vous le rappelle, a jeté les bases de ce qu'est notre pays aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Jean-Michel. Donc pour le Pardem, j'invite, ne restez pas sous la pluie, chers camarades. Je vois qu'il y a des personnes qui nous écoutent de dehors. Il y a encore des petites places devant sur les bancs. Donc venez nous rejoindre. C'est pas fini et en plus après il y aura une partie questions-réponses. Donc voilà, je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, comment reconstruire
une alternative populaire et patriotique pour faire gagner la France des travailleurs face à Macron, face à l'UE, face à Le Pen, face à l'OTAN, je les ai dit dans le désordre. Mais tout ça, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Donc voilà, venez nous rejoindre. Et donc je donne la parole à Mathieu Bolreda, syndicaliste CGT, cheminot de la gare de Versailles Chantier. Vous n'êtes pas sûr encore. Bonjour, chers amis, chers camarades. Bon, quelques observations d'abord. Déjà, merci au PRCF pour son invitation à prendre la parole. Pour les connaisseurs de la fête de l'humain, en général, ils seront d'accord avec moi pour dire qu'il est extrêmement rare. C'est un tour de force le dimanche matin de réunir autant de personnes pour un débat politique, particulièrement autant de jeunes. Et ça, faut quand même vous en donner crédit. En général, ça cuve de la veille. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Alors, moi je suis du coup Mathieu, je suis conducteur sur la ligne C du RER. C'est la ligne sur laquelle depuis quelques années aujourd'hui se déroule la fête de l'humain. Et d'ailleurs, après les débats tout à l'heure, j'irai conduire des trains de la ligne C pour ramener les festivaliers chez eux. C'est aussi mon devoir de communiste, d'agent du service public. Ça me fait énormément plaisir. C'est un vrai honneur de pouvoir ramener les festivaliers chez eux. Voilà, par ce grand service public national qu'effectivement ils essayent de détruire. Voilà. Donc, quelques éléments. Alors, moi j'ai entendu effectivement les camarades qui disaient la classe ouvrière était absente du 10. Bon, nous, c'est pas l'expérience qu'on a eue sur mon chantier, hein, si vous me permettez de la partager. C'est pas pour dire que c'est faux ce qui s'est passé ailleurs, etc. Mais nous, sur notre chantier, moi, je suis conducteur sur la ligne C du RER. Dans mon dépôt, il y avait 65% d'agents de conduite qui étaient en grève. Sur l'ensemble de la ligne, il y avait 45% d'agents de conduite qui étaient en grève. Elle était importante sur l'ensemble de la SNCF au niveau national, parce qu'on pourrait dire oui, mais c'est les fous gauchards de Versailles, mais sur l'ensemble de la SNCF au niveau national, il y avait 25%. Tout collège, tout métier, donc si vous prenez l'exécution, on est à beaucoup plus grand évidemment, de cheminots grévistes. Donc c'est pas forcément la réalité partout. Et pourquoi c'est pas forcément la réalité partout? Pourquoi il y a eu aussi un peu ce hiatus? Il y a eu des endroits où c'était très suivi et des endroits où c'était assez peu suivi. Mais c'est aussi parce qu'on va pas se mentir, chers amis, chers camarades, c'est que pendant l'été, suite à ces appels des collectifs, ça a patiné dans nos organisations ouvrières. Et ça, c'est pas la faute des collectifs. Il y a beaucoup de gens qui disaient, parfois à très haut niveau dans la CGT, je le dis, qui balançaient à G continu sur les réseaux sociaux, sans prendre le temps d'avoir le débat collectif dans nos organisations, en disant « Monsieur des nazis et puis c'est gangréné par LFI, la main de Béranger Cernon, qu'est-ce qu'on va foutre là-bas, et compagnie, et tout ça. Bon, alors excusez-moi du peu, moi ce que je trouve très... Alors effectivement, au début, il y avait des trucs bizarres, des fumeux, c'est Nicolas qui paye ou je sais pas quoi, des conneries comme ça. Mais en fait, plus c'est remonté, plus la classe, justement, s'est emparée de ce débat autour du 10 dans nos organisations syndicales, qui est le lieu où elles doivent avoir lieu, à mon avis, sur nos chantiers, dans les discussions à la machine à café, dans les discussions de section, etc. Et que, finalement, la question de la grève s'est posée, plus ça a été, finalement, la grève, moi je le dis, c'est ce mantra magique de nos organisations ouvrières qui fait tomber les masques de l'extrême droite et qui fait que l'extrême droite est obligée de s'en dissocier. Elle ne peut pas accepter ça. Ces descendants du Parti de l'Ordre c'est pour les très anciens, le Parti de l'Ordre. Mais bon, ces descendants du Parti de l'Ordre, ces descendants du SAC, de la cagoule, ces descendants de ces organisations de liquidation de la classe ouvrière qui, effectivement, parfois peuvent avoir un masque social, comme ils ont pu essayer pendant les retraites, etc. Ce qui, au final, fera toujours la différence entre eux et nous, c'est la question de la grève, c'est la question du pouvoir ouvrier qu'on reprend dans nos usines en cessant le travail et en reprenant le pouvoir sur notre outil de production. C'est ça qui fait la différence et qui chasse l'extrême droite de nos mouvements. Hors de nos mouvements. Grève générale, tous ensemble, grève générale, tous
grève générale. Tous ensemble, grève générale. Alors nous, on a eu une démarche qui a été, on voyait ces collectifs, assemblées citoyennes, Perlimpinpin, on ne sait pas trop et tout ça. Non mais c'est vrai, bon, bah, qu'est-ce qu'on a fait, nous, militants ouvriers? Bah, on n'est pas dans une secte. Hein. Alors, je suis adhérent à la CGT, personnellement, donc ni à l'armée, chacun son truc. Ni chez les témoins de Jéhovah, j'ai du respect pour leur engagement, mais je ne suis pas dans une église, d'accord ? Je suis à la CGT, donc bah, je vais partout où ma classe, où la population, les retraités, les jeunes, les sans-emploi, se retrouvent et discutent. Et donc on y est allé de la même manière qu'on l'avait fait pour les assemblées de Gilets jaunes, pour voir ce qui se passe par nos propres yeux, et pas laisser je ne sais quel influenceur, de je ne sais quel agenda qui n'est pas celui de notre classe, décider à notre place. Et on les a rencontrés, effectivement, c'est foufou, c'est désorganisé, qu'est-ce qu'on fait et tout. Nous, on leur a proposé quelque chose, un cadre. Nous, on est une organisation structurée, républicaine, mais combattante. Et on s'est dit, ces gens-là, ce dont ils ont besoin, c'est que nos organisations ouvrières donnent un débouché à leur volonté de radicalité, plutôt que ça parte en couille et que ça aille brûler des Fouquettes ou je ne sais quoi. Ça peut défouler, mais c'est pas très intéressant. Moi, quand j'étais jeune, j'allais aussi, on descendait de nos banlieues, brûler des McDo et on pensait faire des trucs de ouf. On avait fait perdre 300 000 € au capital. Maintenant que je suis cheminot, avec la grève reconductible, on fait perdre 1 milliard de PIB au capital par une vraie grève reconductible. Ça, c'est la vraie action radicale. C'est bien mieux de brûler un McDo, ouais, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oh. Et on a professé cette idée. Le vrai blocage, c'est la grève. Maintenant, vous avez envie d'actions un peu what the fuck, on va les organiser avec vous. Mais nous, on a la structure, on a l'organe, on a l'expérience pour qu'on sache qu'il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas de blessés, personne ne se fera arrêter, personne ne restera sur le chemin. C'est pour ça, donc, on a organisé les blocages des bus le matin, etc., avec ces gens qui sont venus, etc., qui ne nous connaissaient pas. Nous, on avait la structure, le rapport avec la police pour leur dire, attendez, vous les touchez pas, si vous les touchez, ce sera le feu. Avec blocage sur plusieurs jours, la préfecture a reculé, a dit ok, c'est la CGT, bon, cheminot Versailles, on vous connaît. On a bloqué 3-4 heures, la pointe était dévastée toute la matinée. Et derrière, on les a amenés au rassemblement ouvrier qui avait organisé par 3 fédérations de la CGT et plusieurs unions départementales devant le ministère du Travail. Donc 1, on a donné un débouché à leur radicalité. 2, on a obtenu leur confiance et on les a amenés au rassemblement ouvrier organisé. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne partout en vérité. C'est ça le lien, la jonction avec les collectifs. Je le pense. On peut déplorer que beaucoup de ces gilets jaunes étaient des gens inorganisés. On peut le déplorer. Ces transpaleurs de palettes là, qui venaient de province et tout ça, qui auraient vocation à être dans nos partis, dans nos syndicats. Enfin, il faut d'abord se regarder nous-mêmes. S'ils y sont pas, c'est qu'on a manqué quelques rendez-vous peut-être. On a manqué quelques rendez-vous. Il y a peut-être des endroits où on n'allait plus, des quartiers, nos cités, etc., où on n'allait plus, qu'on a déserté. Moi, je parle d'autant plus tranquillement, je suis ravi d'être ici, parce que je ne suis pas adhérent du PRCF, donc je suis d'autant plus tranquille, y compris pour dire que je félicite votre organisation, la rectitude idéologique que vous avez, quels que puissent être les désaccords que je peux avoir sur des sujets, mais la rectitude idéologique que vous avez, la constance que vous avez, et la mise à disponibilité de votre organisation militante, de vos structures militantes, systématiquement dans nos luttes et dans nos grèves. Moi, je le témoigne tranquillement, pendant les 2 grèves reconductibles qu'on a connues en 2019 et en 2023, tous les jours. Alors, il y en a toujours qui viennent pour les selfies, ça, on les connaît, voilà. Mais tous les jours, j'avais les militants du PRCF qui venaient sur nos piquets, qui nous aidaient, qui ont collecté de l'argent pour nous, etc. Et ça, c'est important parce que je peux vous le dire, pour avoir fait quand même 2 grèves reconductibles, dont la historique en 2019, où on a fait 56 jours de grève, c'est-à-dire tous les jours, non mais il faut se dire ça, tous les jours, on se réunit, on débat, on vote la grève, la reconduction de la grève. Et je le dis particulièrement, je suis extrêmement fier, parce que nous, au 10e jour, les cheminots, particulièrement les conducteurs de train, et Béranger le sait, au 10e jour, Macron, il a lâché sur nous. Il a dit, moi, mon régime de retraite était sauvé au 10e jour de grève. Bravo. Et donc, il a fallu qu'on arrive, nous, dans des assemblées générales, pour dire à des gens qui avaient gagné sur leur métier, on va continuer ensemble pour les autres métiers et pour la génération suivante aussi.
Parce que c'est un combat par respect pour nos anciens, et on parle du Conseil national de la résistance, et par amour pour nos enfants. Et c'est pas évident de convaincre les camarades là-dessus. C'est pas évident, la stratégie du saucissonnage, elle fonctionne. Eh bien, on a continué pendant 56 jours de grève, donc je suis extrêmement fier de ma classe, et on est ravis d'avoir eu ces militants du PRCF qui nous ont aidés, parce que la difficulté quand on fait 56 jours de grève, c'est le sentiment de solitude. Je vous le cache pas, les camarades. Hein. C'est pas évident. Hein. 56 jours de grève. Moi, j'ai eu 2 payes à 0 €. C'est pas une paye, c'est une facture. À encadrer. Hein. C'est une forme de médaille. Hein. Et puis voilà, et mon loyer et mon machin, parce que nous n'avons pas au Liechtenstein des valeurs cachées, etc. Comment on fait? Eh bien, cet apport que vous avez eu, les discours, les soutiens, le soutien au quotidien, ça a été très important pour nous permettre de continuer. Donc, moi, je le dis, moi, je fais partie d'une organisation syndicale, nous ne sommes pas un parti. Nous avons la charte d'Amiens qui dit qu'on est effectivement indépendant des organisations politiques, philosophiques ou religieuses. On sait qu'on n'aura pas de lien structurel, et évidemment, mais si notre syndicat CGT des cheminots de Versailles sait reconnaître ses ennemis dans la classe opposée et dans l'extrême droite, il sait aussi reconnaître ses amis, et le PRCF en fait partie. Merci pour votre soutien. Je voudrais dire un tout petit mot sur la paix, si vous me permettez. Un tout petit mot sur la paix. Si vous me permettez. Parce que c'est vital, c'est cardinal aujourd'hui ce qui se passe. On l'a dit, 800 milliards, 50 milliards pour la France. 50 milliards, on a du mal à imaginer. Je ne sais pas si tu as déjà vu 1 milliard. Moi, j'ai jamais vu 1 milliard. Non, c'est vrai, t'en connais. Donc alors j'imagine 50, ça n'a aucun sens. Pour acheter des armes. Hein. Pour acheter des armes. Évidemment. Et en Ukraine, continue à foutre le feu là-bas. Évidemment, le génocide à Gaza, la France, cinquième vendeur d'armes à Israël, hein, quand même se le dire. Alors, on peut se raconter sur la reconnaissance de l'État palestinien. Hein. Les réalités, elles sont là. Hein. Les faits sont têtus, disait Lénine. Hein. Évidemment, on nous présente la note, moins d'hôpitaux, on l'a dit, et tout ça. Mais pas que ça. On oriente notre économie vers une économie de mort au lieu d'une économie de vie. Moi, j'ai eu une conversation très intéressante. On bosse en Yvelines tous les deux, on est dans l'Interpro, avec Valentin, qui me dit, moi, j'étais ado, j'étais fan, les lasers, et je voulais faire de la chirurgie de pointe avec les lasers. On m'a dit, il n'y a pas d'argent pour ça, mais tu peux faire des visées laser pour domicile. Non, mais, c'est vrai ou pas? Bon, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Mais du coup, on prive l'humanité de quelque chose. Parce que c'est ça que ça veut dire aussi. C'est évidemment une balance. On prive l'humanité. Malcolm X disait, avec l'éducation, et toi tu es enseignant, frère Malcolm X disait dans son autobiographie combien de médecins, combien de savants, combien d'astronomes, combien d'artistes, combien de génies l'humanité est-elle privée par une éducation de classe, une éducation raciale, une éducation qui est faite pour que la majorité de l'humanité soit des esclaves aux besoins d'une minorité. Et on est exactement là-dedans. On l'a vu pendant la Covid. Moi, je fais partie de ceux qui ont travaillé tout le temps pendant l'épidémie de Covid-19. Ma ligne dessert 40 hôpitaux. C'était quelque chose d'important pour nous d'aller au travail. Et on l'a vu, les délocalisations, la destruction de notre outil productif nous a privés de toute souveraineté sur la question de la santé, la question de la protection. On ne sait plus faire des respirateurs en France. Par contre, on a des belles visées laser qui sont faites en Yvelines. Et ça, c'est vraiment un paradoxe terrible. Et donc, sur la paix, oui, il faut des déclarations. Oui, il faut que le mouvement ouvrier prône la paix. Mais pas seulement. Il faut le faire en acte, en action. Et je suis très fier parce que mon syndicat est membre de l'Union internationale des syndicats de transport de la Fédération syndicale mondiale. Nous sommes un des premiers syndicats français à avoir réadhéré à la Fédération syndicale mondiale. Aujourd'hui, il y a 100 000 CGTistes qui sont adhérents de la Fédération syndicale mondiale. Et je suis donc à l'Union internationale des syndicats du transport. Vous disiez la production métallurgique, c'est important, mais le transport, c'est important. Et je suis extrêmement fier qu'aujourd'hui, à l'avant-garde du mouvement de toute la Méditerranée, des dockers pour empêcher physiquement, pas par des déclarations, physiquement, les bateaux d'armes et de matériel militaire d'aller au port de Haïfa. On ait trouvé nos camarades de l'USB affiliés à la FSM à Gênes, nos camarades du PAME à Athènes, nos camarades de Fos-sur-Mer, nos camarades de Chypre du PO affiliés à la FSM, nos camarades maintenant de Tanger, et dans un contexte
de répression, hein, avec un royaume marocain qui est très allié avec l'État d'Israël, nos camarades de Tanger qui seront présents à la réunion méditerranéenne pour bloquer, faire un réseau de blocage généralisé des bateaux. Et ça, c'est l'action de la classe ouvrière pour la paix. En reprenant en main notre outil de production, on impose que notre outil de production, de transport et de distribution soit orienté vers la vie et pas vers l'économie de mort, soit orienté vers les besoins de notre classe et de notre peuple et contre les profits du capital et leurs machines de mort. Alors, plus que jamais, nous le savons, un monde sans travailleurs est absolument impossible, mais un monde sans capitalistes est plus que jamais nécessaire. Alors vive la lutte, vive la solidarité internationale, vive la fraternité. Jaune, 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 la CES est jaune. Rouge, 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 la FSN est rouge. Jaune, 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 la CES est jaune. Rouge, 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 la FSN est rouge. Merci, un grand merci à Mathieu Bolreda, effectivement, qui a parlé un petit peu de la FSM, et peut-être certains reviendront sur le rôle de la CES, auquel aujourd'hui appartient malheureusement la fédération CGT. Donc on continue dans les transports avec Gilliatt de Sterck, qui est donc chauffeur de bus, syndicaliste CGT, mais aussi responsable d'une publication de syndicalistes rouges, justement, qui s'appelle La Vie ouvrier. Il nous en dira peut-être un mot. Hop là, merci camarades. Oui, donc Gilliatt, délégué syndical CGT en Ille-et-Vilaine, dans une entreprise qui s'appelle la Compagnie Armoricaine des Transports d'Ille-et-Vilaine, de ce grand groupe premier opérateur des mobilités qui s'appelle Rio Transdev, que vous connaissez peut-être aujourd'hui, notamment mes amis cheminots. Je crois que mes camarades, même plus qu'amis, simplement cheminots, je crois on va avoir des combats en commun de plus en plus et peut-être des questions syndicales et des salariés à se passer. Parce que vous savez que le secteur des transports, Mathieu l'a dit, il est de plus en plus attaqué également, il faut le défendre, et par là, aujourd'hui, on le découpe et on le jette à la concurrence. Pauline l'a expliqué aussi, je fais partie en tout cas des animateurs, une petite publication qui s'appelle La Vie ouvrier, que peut-être certains d'entre vous recevez en tout cas par le biais de votre boîte courriel, pour défendre, ça a été dit tout à l'heure par Baptiste, notre chère langue française, en tout cas dans un enjeu de classe. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, si ça vous intéresse, si vous êtes toujours curieux et de continuer de recevoir, entre autres choses aussi, ce bulletin de syndicaliste de classe, n'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure. Je serais très heureux de prendre les petites adresses courriel et de les intégrer à tout ça. On a une nécessité à continuer de défendre. Je commence à me casser un peu le cou là, je sais pas si je peux remonter ça ou pas. Je vais essayer. C'est pareil, hein, j'y vais pas tout à l'heure, mais je reprends demain à 6h. C'est en Bretagne. Et en Bretagne. Tu sais quoi, Tu vas peut-être me ramener tout à l'heure d'ailleurs. Ça ira si tu le tiens. Ouais, ça va être pas mal. On va poser un train, c'est plus facile qu'un vélo. Incroyable. On a intérêt à défendre toutes nos publications, on a intérêt à défendre l'ensemble de mots d'ordre, de discours là, qui ont été portés depuis tout à l'heure. Il faut les porter, il faut les amplifier. On a besoin de vous, on a besoin d'un maximum de personnes pour les amplifier. Bon, je ne vais pas vous apprendre quelque chose que vous savez déjà, on est dans un moment critique. Les attaques contre le monde du travail, elles s'intensifient. L'austérité dictée par l'Union européenne et l'OTAN. Plan Bérou, il a sauté. Sans aucun doute, plan Le Cornu. Enfin, c'est sans aucun doute, c'est sûr, plan Le Cornu à venir, qui découle des directives de l'Union européenne, de l'OTAN. Hop là, le micro est tiré. Des privatisations à tout va, la destruction du tissu industriel, la pression derrière sur les salaires, sur les retraites, sur l'emploi, les services publics. À tout ça, donc ça s'articule une logique de guerre avec un réarmement massif sous la tutelle de l'OTAN. On a parlé là des 50 milliards pour la France, 800 milliards en tout, qui vient justifier du coup les budgets ultra-austéritaires de Barnier avant même, de Bérou, aujourd'hui Le Cornu. Dans ce contexte-là que vous connaissez bien, la journée qui arrive, la journée du 18 septembre, qui se dessine suite au 10 septembre, là, ça doit être, évidemment, ça doit être un moment fort, mais là je passe un peu après tout le monde, alors j'ai l'impression de faire la redite, ça ne doit pas rester une date isolée, ça ne doit pas rester une date dispersée dans un calendrier, et encore moins dans un calendrier qui n'aura aucune perspective, ni syndicale, ni politique, ni aucune perspective de victoire. Ça doit être
un point de départ pour certains, un point de départ pour continuer pour d'autres, d'un mouvement qui doit se prolonger, d'un mouvement offensif évidemment, construit autour d'un calendrier de combat qui ouvre la voie à la construction de la grève générale. C'est par là qu'il faut y aller, les camarades. Or, les seuls capables d'ancrer ce mouvement dans les entreprises, de mobiliser la masse des travailleurs et de donner une dimension nationale à cette colère, c'est les syndicats dans les entreprises, à la base. C'est leur rôle premier, c'est leur rôle premier. Si nos syndicats, mais aussi nos directions confédérales prennent la mesure de la situation, s'ils répondent à l'appel à la combativité du peuple et des travailleurs en général, parce que sur le terrain, on le voit bien, cet appel-là, il est majoritaire. Il ne se transforme pas toujours en grève, ça c'est le boulot des syndicalistes, c'est le boulot de tous les jours, c'est le boulot des publications, c'est le boulot de la machine à café, de la salle de pause, des discussions entre camarades, et de faire en sorte que, au maximum, ça se passe dans nos syndicats. Si on arrive, si on répond à l'appel, s'ils répondent à l'appel à cette combativité du peuple et des travailleurs, alors on pourra transformer cette colère en force organisée et victorieuse. Déjà, regardez-le bien, l'habituel, l'habituel et quelque peu plan-plan rentrée sociale, un petit peu très plan-plan quand même, hein, c'est peu dire depuis longtemps. Et elle a pu être avancée cette année grâce, Mathieu l'a expliqué, grâce à la pression de nombreux syndicats, de fédérations, je vais peut-être en oublier, mais comme la Fédération nationale des industries chimiques, la Fédération des commerces et services, des unions départementales dans le Nord, dans les Bouches-du-Rhône. C'est par cette pression-là que ça a été arraché non seulement aux quelques zinzins tordus, voire fous d'extrême droite, qui avaient pu, dans certains secteurs, lancer cette date, ça a été récupéré par le peuple, par les travailleurs, par les syndicats, et par là, on a réussi à faire avancer cette rentrée sociale qui était prévue pour le mois d'octobre. Puis peut-être que l'année prochaine, ça sera prévu pour Noël, et puis l'an prochain pour la fin de l'année. Donc vous voyez bien que par cette lutte et par la lutte acharnée, on avance et on gagne et on a des victoires. Mais si ces confédérations syndicales, derrière, nos confédérations syndicales, elles se contentent de demi-mesures, de compromis, et puis surtout, je l'ai dit, de dialogue social, ils risquent évidemment de provoquer une immense déception parmi les travailleurs, et puis d'affaiblir la confiance et d'ouvrir la voie au découragement. C'est pourquoi il y a une urgence. Les confédérations syndicales, elles doivent être à la hauteur de ce moment historique. Elles doivent assumer leurs responsabilités, celle de défendre les salaires, les retraites, l'emploi et les services publics, mais en réaffirmant l'impérieux devoir de défendre la paix mondiale menacée par l'Union européenne et par l'OTAN, qui alimente et provoque des guerres de l'Ukraine à Taïwan, en passant par le Moyen-Orient, également même en passant par l'Amérique latine, où en ce moment même, il y a une flotte extrêmement dangereuse nord-américaine qui patrouille au large des côtes vénézuéliennes et qui menace le Venezuela, qui est en train de se mobiliser. Des camarades du Parti communiste vénézuélien hier nous l'ont expliqué et nous ont fait part de la situation dramatique du pays, mais qui est mobilisatrice et qui est prête en tout cas à entrer dans un conflit, à défendre son pays et les avancées, de la révolution bolivarienne. Parce que pendant qu'on impose des sacrifices au nom de la dette, en réalité des intérêts de la dette pour la plupart, et de la compétitivité, des milliards sont engloutis dans les budgets militaristes de la Macronie et de ses gouvernements successifs, aux ordres de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc, plus que jamais, on l'a chanté tout à l'heure, le mot d'ordre, l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. Et ici, chez nous en France, contre les guerres de Macron, de l'Union européenne et de l'OTAN, sans compter contre l'escroquerie réactionnaire et fascisante du Rassemblement national. Ce mot d'ordre est non seulement d'actualité, mais il est d'avant-garde, camarades, il est d'avant-garde. Et il doit être saisi, on doit faire le travail dans nos entreprises et dans nos syndicats, pour articuler tous ces combats populaires, internationalistes, patriotiques et antifascistes. Le 18 septembre, ça va donc être une date d'élan et de confiance, une étape pour rassembler, ou continuer de rassembler et préparer le blocage des profits par la grève générale dans les entreprises. Bloquons tout, ok, mais avant tout, bloquons tous les profits capitalistes. Bloquons tous les profits capitalistes. Dégageons Macron, bloquons tous les profits capitalistes, et chemin faisant, finissons-en avec l'OTAN, avec l'Union européenne qui écrase les peuples et les travailleurs. Bravo.
si jamais il se trouvait que les directions confédérales hésitent ou reculent, alors ce sera aux syndicalistes combatifs à la base de pousser, de coordonner et d'ouvrir la voie. Et pour cela, mes amis, mes camarades, je crois qu'il faut enfin franchir un cap. Moi j'en appelle donc, encore une fois, aux syndicalistes les plus combatifs. Retrouvons-nous, communiquons, débattons, organisons-nous ensemble à l'échelle nationale. Pourquoi pas, dès le mois d'octobre, dans l'esprit de la rencontre des secteurs en lutte qui avait été organisée, qui s'était tenue à Gardanne en 2021. Car seule une telle convergence, seule cette convergence assumée et déterminée permettra de transformer la colère en victoire, tout simplement, et de préparer réellement la grève dans ce contexte, de préparer réellement la grève générale dont le pays a besoin pour défendre la justice sociale, la démocratie et la paix, et pour enfin, parce que c'est par là qu'on doit y arriver, et c'est par là qu'on y arrivera, pour remettre le monde du travail au centre de la scène nationale et internationale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ah, il a été éteint peut-être ? Allô, allô ? Oui. Oui, merci beaucoup Gilliatt. Et donc, on poursuit encore dans les transports et après, promis, il y aura un temps d'échange avec des questions et des réponses. Mais donc, on accueille maintenant Béranger Cernon, qui est donc syndicaliste CDT cheminot à la gare de Lyon et qui est également député pour la FI dans l'Essonne. Merci. Déjà, bonjour à toutes et tous et merci pour votre invitation. Bon, je vois que je suis le représentant de la classe bourgeoise autour de cette table. Mais avant tout, je suis en effet syndicaliste CGT cheminot et très attaché à la question des services publics et évidemment profondément attaché au mouvement ouvrier, à la classe ouvrière qui aujourd'hui souffre finalement d'un manque de perspective et même, je dirais, d'un manque de représentation. On vit une période politique qui est très particulière et je dirais presque quasi inédite puisqu'on a une instabilité politique, hein, ça vous a pas échappé. On en est à 3 premiers ministres en l'espace d'un an, mais surtout une instabilité aussi sociale. Et les deux, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis très longtemps et ça peut donner quelque chose de très positif. Encore faut-il le vouloir. Et quand on veut le vouloir, ça veut dire s'organiser, ça veut dire être capable de porter des idéaux différents et capable aussi de porter une politique de rupture. Alors c'est pas parce qu'on est syndicaliste qu'on fait pas de politique, au contraire. La réponse, elle viendra aussi par le politique. Et le politique doit assumer de porter justement cette rupture avec le monde capitaliste, le monde des libéraux qui aujourd'hui nous est montré comme finalement la seule chose qui existe, qui serait la stabilité et avec laquelle on serait capable de faire des compromis. Il n'y a absolument aucun compromis possible avec ces gens-là. Il faut le dire. Et il faut l'assumer. C'est ça sur lequel il faut qu'on travaille. Le patronat n'a jamais digéré sa défaite de 1945. Le patronat n'a jamais désarmé face à la classe ouvrière et a toujours eu l'ambition de reprendre ce qu'on lui avait soi-disant volé ou soi-disant ce qu'on lui avait repris. Et aujourd'hui, on est typiquement dans cet affrontement entre cette classe ouvrière et cette classe dominante bourgeoise qui détient non pas les moyens de production, parce que les moyens de production, ils appartiennent aux salariés, mais les actifs de la production. Et là aussi, il va y avoir un affrontement qui sera frontal. Et quand j'entends encore hier Patrick Martin nous expliquer, président du MEDEF, que si jamais il y a une augmentation des impôts, il y aura une mobilisation du patronat, moi je vous dirais même, allez plus loin, laissez vos entreprises, vous inquiétez pas, les salariés, ils savent la faire tourner, nous, on n'a pas besoin des actionnaires et on a encore moins besoin de verser des dividendes. Le 10 septembre a été une mobilisation, là aussi, particulière. Parti, on ne sait pas trop d'où, on a essayé de remonter. Alors on est remonté sur un, je crois, restaurateur qui avait lancé cet appel et qui, derrière, avait été développé sur les réseaux sociaux, complotiste, d'extrême droite ou je sais pas quoi. Bref, le résultat, c'est qu'il y a eu cette mobilisation, certes, qui aurait pu être mieux, mais dans une révolution, on n'est jamais gagnant dès le premier coup. Hein. Il faut qu'on apprenne un petit peu aussi à s'organiser. Il y avait énormément de jeunes qui
eux aussi ont besoin d'expérience syndicale, qui ont besoin d'expérience de lutte et qui ont besoin aussi de nous, notre rapport en tant que syndicalistes, en tant qu'ouvriers, de comment s'organise la lutte. Et si le Rassemblement national n'a pas pris part à ce rassemblement, c'est pas parce que ça a été récupéré par les gauchistes, par LFI ou par je sais pas quoi. C'est parce que les revendications qui sont sorties de ce 10 septembre, elles ne correspondaient pas à la politique menée par le Rassemblement national. Elles ne correspondaient pas à leur politique de finalement parler que de l'immigration comme un problème, que de je ne sais quoi. Non, c'était le fait de demander que la classe bourgeoise passe à la caisse. C'est ça qui lui posait problème au Rassemblement national. En aucun cas, c'est une question de rassembler, de récupérer par LFI ou par je ne sais quelle organisation syndicale. Donc ça aussi, il faut le marteler. Il faut rappeler que le Rassemblement national, c'est l'assurance vie du capitalisme. Rien d'autre. Opposer les gens les uns face aux autres, c'est sa seule politique. Aujourd'hui, le problème pour eux, c'est l'immigré, c'est celui qui vient, c'est le musulman, etc. Mais il trouvera toujours un bouc émissaire, mais il trouvera surtout jamais le capitalisme comme bouc émissaire à tous nos problèmes. On a pas mal parlé de l'Union européenne, de l'OTAN et des problèmes qui étaient opposés à nous face à leur politique et face finalement à ce qu'ils nous demandaient. Moi, je pense qu'au-delà de la question est-ce qu'il faut partir de l'Union européenne, est-ce qu'il faut y rester, est-ce qu'il faut quitter l'OTAN, est-ce qu'il ne faut pas y quitter, etc. Mais encore une fois, c'est quelle est la politique menée, finalement, dans ces structures-là. Parce que demain, on peut quitter l'Union européenne. Mais enfin, si on continue d'avoir un Lecornu et d'avoir un Macron à la tête du gouvernement, on n'aura rien réglé du tout. Puisque la politique menée, ce sera toujours celle du libéralisme et du capitalisme. C'est ça qu'il faut sortir, c'est ça qu'il faut changer. C'est du sol au plafond, c'est une évidence, et vraiment avoir une rupture nette et clair avec ce modèle de production. Il y a une nécessité de garder la main sur nos services essentiels. Parce qu'il y a évidemment la question des services publics, ça a été dit. Demain, si l'Union européenne impose toutes ces réformes et toutes ces structures, il n'y aura plus aucun service public. Tout sera individualisé et très clairement, le modèle de société dans lequel on a grandi et le modèle de société qu'on aura défendu sera complètement dilapidé et complètement explosé. Mais au-delà de ça, c'est aussi la question des productions essentielles. Si demain, Mittal se casse, eh ben pas de problème, nous on va reprendre. Parce que derrière, c'est la question aussi de la nationalisation et de la souveraineté nationale sur nos outils de production. Parce que si demain on n'a plus de sidérurgie, si demain on n'a plus d'aciérie, si demain on n'a plus de hauts fourneaux, mais qu'est-ce qu'on va réussir à produire? Absolument rien. Et on sera complètement finalement dépendant d'autres pays. Et là aussi, on sera finalement dans un cercle du capitalisme et de la mondialisation qui nous emmènera droit dans le mur. Donc là aussi, il y a la question de la nationalisation et de la souveraineté nationale qui doit être posée dans nos syndicats. Et enfin, un dernier mot sur la question de l'économie de guerre. On en a beaucoup entendu parler et, mine de rien, il faut prendre vraiment de manière très sérieuse la nomination de Sébastien Lecornu. Ce n'est pas seulement un macroniste historique qui est ministre depuis la première élection d'Emmanuel Macron. Ça a été aussi un ministre de guerre. Ça a été quand même lui qui a imposé le doublement du budget. Et de le mettre aujourd'hui en tant que Premier ministre, c'est un symbole aussi très fort, finalement, de l'économie vers laquelle il veut nous diriger. L'économie de guerre, ça vise une seule chose, c'est l'austérité des services publics. Parce que quand on ne va pas chercher de nouvelles sources de financement, quand on ne va pas chercher finalement tous les cadeaux fiscaux qu'on a fait aux ultra-riches, eh bien, évidemment que ces 50 milliards, il va bien falloir aller les chercher quelque part. Et ils vont aller les chercher où? D'abord et en premier lieu, dans nos services publics, dans le fonctionnement de nos services publics. Alors, si on veut éviter ça, eh bien, c'est pas compliqué. Il faut s'organiser. Il faut aller chercher, non pas seulement l'union, mais aussi l'unité. L'unité des gens, l'unité des personnes qui nous entourent, des travailleurs, évidemment, parce que c'est eux, finalement, qui ont les clés du succès. Si demain, il n'y a plus de production ouvrière, demain, il n'y a plus de dividendes et il n'y a plus d'intérêt pour les actionnaires. Et ça, ils l'ont très bien compris. Et quand ils nous parlent de rémunérer le travail, de la rémunération du travail, eux, derrière, ils ont un seul objectif, c'est d'augmenter derrière leurs dividendes et finalement les profits de l'entreprise. Eh bien, nous le disons, aujourd'hui, les entreprises, d'une part, je pense qu'elles font largement assez de bénéfices, mais c'est surtout la question de la répartition des richesses et finalement de la valorisation du travail. Non pas de la rémunération du travail, mais de la valorisation de ce que l'on produit tous les jours dans notre travail. Voilà, merci à vous.
Merci Béranger. Et donc, dernière prise de parole donc, pour Fadi Kassem, qui est secrétaire national du pôle de Renaissance communiste en France, qui donc organisait ce débat et 3 débats aussi hier sur ce stand de la Fête de l'Humanité que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube du PRCF. Donc je laisse Fadi quelque part conclure cette très belle table ronde avec, vous l'avez vu, de nombreux syndicalistes CGT de divers secteurs qui font tourner notre pays chaque jour. Et ensuite, on ouvrira effectivement la discussion sur comment faire gagner cette alternative populaire, patriotique de la France des travailleurs et comment barrer la route à Macron, à Le Pen, à l'Union européenne et à l'OTAN qui organisent la casse du pays. Voilà, merci Fadi. Merci à toi. Bien, merci Pauline. D'abord, merci à tous les invités présents. Je suis d'autant plus satisfait qu'ils soient présents que nous nous côtoyons effectivement depuis des années. Mathieu l'a parlé justement de Versailles. Effectivement, depuis au moins 2018, si mes souvenirs sont bons, nous sommes allés avec, ils ne sont pas là aujourd'hui, avec Gilda, avec un camarade qui s'appelle Alain, régulièrement sur le site de Versailles Chantier, avec une pensée particulière pour un autre camarade de la CGT cheminot de la gare de Versailles Chantier, Jimmy, qui avait été pourchassé pour des... je préfère vous épargner les raisons pour lesquelles il était pourchassé. Et donc il y avait eu une mobilisation de la part notamment du PRCF, pas que, mais notamment du PRCF, pour lui permettre de ne pas être sanctionné par la direction de la SNCF qui voulait tout simplement le licencier pour un motif fallacieux. Donc effectivement, ces liens, ça fait des années que nous les cultivons. De même avec Béranger, puisqu'on s'est connus en particulier au moment de la première grande grève, n'oublions pas, il y avait eu la première grande grève des retraites, à partir du 5 décembre 2019. Il ne faut jamais l'oublier, juste avant qu'il y ait le Covid. Et ça a été l'occasion notamment de se rencontrer sur le terrain, là aussi, de pouvoir soutenir, bien sûr, moralement, c'est important, politiquement aussi, mais aussi financièrement, parce que le PRCF, c'est aussi du soutien financier que nous apportons. Ce n'est pas seulement avec les moyens dont nous disposons, à travers l'ensemble aussi des différentes caisses de grève que nous essayons de monter en faveur des travailleurs, pas pour nous, mais en faveur des travailleurs. Je pense aussi à la caisse de grève que nous avions montée l'année dernière en soutien aux travailleuses. Je dis travailleuses parce qu'elles étaient à 95% des travailleuses du groupe Verbaudet il y a 2 ans, en 2023, où le PRCF a été également présent donc dans le Nord pendant près de 3 mois, aux côtés notamment de Manon Mauvion, qui était la représentante CGT du groupe Verbaudet, et que je salue, là, comme ça, je l'ai vu il y a quelques jours, elle est en arrêt de travail, malheureusement, depuis quelques mois. Tout ça pour vous dire que oui, le PRCF est implanté dans les luttes. J'ai pris ces exemples, mais toutes les autres interventions le démontrent. Le PRCF est présent dans les luttes, et bien sûr, va continuer à l'être de plus en plus. Pourquoi ? Pourquoi va-t-il continuer à l'être de plus en plus ? Déjà parce que sur le plan politique, il ne faut quand même pas oublier une chose qui est très simple. Tout ce qui a été dit est tout à fait exact et renvoie à une idée que le PRCF développe depuis déjà plus de 4 ans, depuis la fin de l'année 2020, même plus de 5 ans. Le pays est devenu ingouvernable. Il est ingouvernable. Et nous n'avons pas attendu la réélection d'Emmanuel Macron ou les législatives de juin 2022 pour le dire. Nous le disions déjà depuis fin 2020. Pourquoi ? Parce que par définition, et c'est d'ailleurs ce qui a été dit dans les interventions précédentes, quand ceux d'en bas ne veulent plus, nous ne voulons plus de toutes les politiques qui sont mises en œuvre, quel que soit le Premier ministre, il peut s'appeler Barnier, il peut s'appeler Bayrou, il peut s'appeler Le Cornu, il peut s'appeler Raymond Barre, parce que ça remonte à quasiment 50 ans, cette histoire. Eh bien, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Et ceux d'en haut, progressivement, ne peuvent plus. Voilà pourquoi la France est devenue ingouvernable. Et voilà pourquoi le débouché vers lequel nous nous dirigeons, avec évidemment les difficultés qui ont été évoquées, avec les contradictions qui existent dans le mouvement ouvrier et surtout au niveau des directions confédérales et des partis politiques. Mais le débouché naturel, c'est ce que là aussi le PRCF annonce depuis des années, c'est la grande explication de classe. Et elle est en train d'arriver là progressivement. Et elle est inévitable, parce qu'en face, il ne reste plus dans le fond qu'une seule solution pour s'en tirer. Nous en avons parlé, c'est la guerre. La guerre, et j'ajoute la fascisation, parce que les deux vont de pair. Il faut avoir conscience que l'économie de guerre, c'est pas une lubie comme ça, c'est pas une folie, c'est tout à fait rationnel pour celles et ceux qui nous dirigent, parce qu'il ne leur reste plus que cette option. C'est exactement ce qui a été fait. Mathieu a signalé que j'étais enseignant, effectivement, en histoire. C'est exactement ce qui a été fait avant 1914. Avant 1914, face à la montée en puissance du mouvement ouvrier dans les syndicats et au sein des forces socialistes à l'époque, qu'est-ce qu'il y a eu ? La marche à la guerre. Eh bien, nous sommes en plein dedans. Voilà
Voilà pourquoi la grande priorité pour le mouvement ouvrier, pour le mouvement des travailleurs de manière générale, parce qu'il ne faut pas oublier les petits artisans, les petits commerçants, les petits agriculteurs, l'ensemble des services publics qui sont détruits par la folie capitaliste et l'ensemble de ces superstructures, à commencer par l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Eh bien, incontestablement, il est nécessaire de mener ce combat pour la paix. Ça a été très bien dit, notamment parce que l'économie de guerre, c'est le seul débouché possible pour l'ordre capitaliste euro-atlantique. Donc pour nous, c'est clair, c'est la vie que nous défendons. Et par rapport à cela, il faut avoir conscience que nous avons des atouts. Nous avons des atouts. Moi, je vais surtout insister dessus. Et là, nous sommes obligés de faire le lien entre toutes les échelles. Regardez, pas plus tard qu'hier ou ce matin, eh bien, nous avons appris que Cuba, socialiste, rejoignait les BRICS. Cuba, socialiste, rejoint les BRICS. Autrement dit, vous avez la possibilité de bâtir un ordre contre-hégémonique. Parce que dans le fond, la France est un maillon central mais faible de l'ordre euro-atlantique. De l'ordre euro-atlantique qui est là pour détruire l'ensemble des services et des conquêtes sociales. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, ceux qui sont à la tête de l'ordre euro-atlantique paniquent. Ils paniquent, donc ils sont obligés de surarmer. Ils sont obligés de surarmer la police, les CRS. Ils sont obligés de surarmer, alors l'armée évidemment, à hauteur, précisons-le, de 5% du budget national. On vous explique qu'il n'y a pas d'argent et que nous sommes endettés. Ben, c'est normal. D'abord, la dette, n'oubliez pas une chose, c'est aussi une construction. Ce n'est pas seulement une réalité, c'est également une construction des capitalistes pour vous justifier le fait qu'il faille détruire l'hôpital, détruire l'éducation. Non seulement il y a cette construction, mais en plus de ça, tout est mis en œuvre pour financer l'industrie de guerre, le réarmement. On a parlé du plan de 800 milliards d'euros, effectivement, au niveau de l'Union européenne. Mais n'oubliez jamais, je l'ai dit hier, mais je le répète, après tout, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Eh bien, n'oubliez pas que le 20 janvier 2023, c'est-à-dire au lendemain du premier grand mouvement pour la défense des retraites, eh bien, Emmanuel Macron avait annoncé un plan de réarmement de 413 milliards d'euros. Et il ne l'a pas fait par hasard. Tout comme il a choisi, non pas par hasard, mais sciemment, Sébastien Lecornu, auteur du livre « Vers la guerre », en 2024. « Vers la guerre », avec un point d'interrogation qu'en réalité vous pouvez enlever. Parce que la réalité, c'est qu'on est déjà dedans. La France est en train de verrouiller littéralement le Pacifique Sud. Ce n'est pas seulement la Fédération de Russie, c'est la Chine populaire, c'est Cuba socialiste, c'est l'ensemble des régimes qui refusent l'ordre hégémonique des États-Unis et de l'Union européenne et de leurs alliés, dont Israël, qui est visé. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Mais ils ont peur en même temps. Et ils ont peur, et aussi, pourquoi? Parce que la bataille idéologique qu'au PRCF nous menons avec détermination, elle porte ses fruits, y compris en Amérique du Nord. Regardez donc les grands mouvements de grève qui ont éclaté aux États-Unis, au Canada, les dockers, les travailleurs de Cargill, etc. La réalité, c'est que partout, la lutte des classes est en train de revenir. Et n'oubliez jamais qu'à la fin de l'année 2020 avait éclaté le plus grand mouvement de grève de l'histoire de l'humanité en Inde, avec 250 millions de grévistes. Et ce, grâce à la mobilisation des syndicats et des partis communistes en Inde. Eh bien voilà quel doit être l'horizon pour nous, d'autant plus que de toute façon, la Macronie, le RN aussi, dans le fond qui, je le signale, a annoncé un plan d'économie, avec triple guillemets, vous savez ce que c'est leurs économies, de 100 milliards d'euros s'il arrive au pouvoir. C'est l'annonce de Jordan Bardella. La Macronie est totalement discréditée. Leurs alliés sont totalement discrédités parce que les travailleurs n'en veulent plus. Et justement, c'est parce que les travailleurs ne veulent plus des demi-mesures, des compromis, on ne sait quoi, dans un contexte où il y a une radicalisation du camp en face, qu'au PRCF, nous expliquons que, dans le fond, la véritable alternative populaire et patriotique, eh bien, elle doit être, on parlait du Frexit, mais nous rajoutons le mot progressiste derrière au PRCF. Parce que, évidemment, que notre objectif fondamental est d'en finir une bonne fois pour toutes avec le capitalisme, de l'abattre. Non pas d'en sortir, ça ne veut rien dire, mais de le détruire. Seulement voilà, si on veut détruire le capitalisme, si on veut s'attaquer de manière efficace, il y a la nécessité de s'attaquer à ces structures, à ces superstructures. Vous avez l'infrastructure capitaliste, évidemment, et puis vous avez la superstructure. Qu'est-ce que c'est que cette superstructure? C'est ce qui empêche les travailleurs de pouvoir décider d'être souverains, puisque le terme a été utilisé tout à l'heure. Nationaliser? Mais oui, 1000 fois oui. Mais sous le contrôle des travailleurs, et qu'on ait la possibilité de nationaliser. Or, comment faire quand, par définition,
dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de l'euro, dans le cadre de l'OTAN. Tout est mis en place pour démanteler, littéralement démanteler l'ensemble de l'industrie nationale, l'ensemble des services publics, et mieux, en nous poussant à faire la guerre. Une petite anecdote comme ça, Jean-Noël Barrot, le brave ministre des Affaires étrangères, et européennes d'ailleurs, de l'Europe et des Affaires étrangères, rien que ça change tout, avait expliqué en mars dernier au lycée Nelson Mandela, le lycée Nelson Mandela à Nantes, le réarmement des esprits commence à l'école. Eh bien oui, nous les enseignants, nous sommes en première ligne pour réarmer certes les esprits, mais dans un sens socialiste et communiste pour refuser l'ordre capitaliste. Voilà ce pourquoi nous essayons aussi de mobiliser les enseignants dont je fais partie pour empêcher l'éclatement, parce qu'il ne faut pas se mentir, oui bien sûr la situation est grave, mais je répète, nous avons des atouts et ils ont peur en face. Et voilà pourquoi nous appelons au Frexit progressiste. Et pour réussir, il n'y a pas 36 000 solutions et je vais m'arrêter là. Bien sûr il y a les slogans de masse, ils sont indispensables. Ça fait 3 ans, je dis bien 3 ans, septembre 2022, on n'a pas attendu la première grève des retraites, qu'au PRCF nous avons lancé l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. Ça fait également des années qu'on n'arrête pas de dire tous ensemble en même temps et dans le même sens, et ça a été rappelé tout à l'heure dans l'intervention précédente. Ils cassent notre pays, bloquons leurs profits. Ça fait partie d'une ligne de masse. Et ces slogans doivent être portés par qui? D'une part, ça a été très bien dit, donc je ne reviens pas dessus, par un syndicalisme de classe et de masse. Il existe ce syndicalisme de classe et de masse, la preuve, il est là, il est devant vous, et il y en a d'autres. Et les camarades qui sont là ne cessent d'être engagés dans tous les combats, et pas que sociaux, politiques, pour la paix, etc., pour faire avancer justement la ligne d'une rupture avec le capitalisme et l'ensemble de ces superstructures. Et puis sur le plan politique, écoutez, il est clair qu'il est indispensable d'en finir, comme je l'ai dit, avec l'ensemble des superstructures, et que faire miroiter qu'il serait possible de réformer l'UE, de réformer éventuellement l'OTAN ou ce que l'on veut, de réformer l'euro. Mais cela fait au moins 40 ans qu'on nous fait le coup. Et quand vous voyez, entre autres, le Parti Socialiste ou Europe Écologie Les Verts, ou même des dirigeants du PCF, vous expliquer que oui, on va arriver, on va augmenter le salaire, etc. Mais essayez donc, sachant que François Mitterrand lui-même le disait. François Mitterrand, et il sait de quoi il parle, le bougre. Il le disait en mars 1983. Je suis face à un dilemme, la construction européenne ou la justice sociale. Il a choisi la construction européenne. La justice sociale est impossible dans le cadre de l'ordre du OTAN et bien sûr de l'ordre capitaliste. Alors, parce que, pour conclure, parce que des échéances arrivent, il y a bien sûr les échéances électorales, nous ne cachons pas, nous savons qu'en mars prochain, il y a des élections municipales, et que déjà commencent un petit peu peut-être les négociations, y compris pour des places. Mais il y a des échéances beaucoup plus grandes qui arrivent. Et au-delà des échéances électorales, ne perdons pas de vue d'une chose, et je conclurai là-dessus. Comme la France est devenue ingouvernable, et comme le mouvement de masse pousse, nous ne savons pas de quoi demain est fait. Et quand je dis demain, c'est peut-être au lendemain du 18 septembre. Qui aurait pu prédire que les Gilets jaunes, n'oubliez jamais ça, étaient à 2 doigts de se retrouver à l'Élysée le 1er décembre 2018, quand 3000 Gilets jaunes, et c'est sur France Inter que vous pouvez retrouver cette information, quand 3000 Gilets jaunes étaient à 150 mètres de l'Élysée qui venait d'être déserté. Vous voyez que donc tout est possible de ce point de vue. Et c'est d'autant plus possible que, pour une fois, je terminerai en citant un bon libéral, quel qu'il soit, Alexis de Tocqueville, le 27 janvier 1848, qui annonçait, qui expliquait très clairement, mais vous ne voyez pas que dans la classe ouvrière, dans les travailleurs, se répandent les idées selon lesquelles, eh bien, notre gouvernement est illégitime, nous ne sommes plus écoutés, nous ne voulons plus de nous, ne voyez-vous pas les injustices à accumuler? Et il termine en disant, nous nous endormons sur un volcan, je le crains, messieurs. Eh bien, faisons en sorte que le volcan explose le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y avait quelques personnes qui souhaitaient poser des questions à nos intervenants qu'à nouveau je remercie chaleureusement. Je crois que ça. On a tout dit, on a
rapidement, et puis après, on va terminer en chanson. Moi, j'ai juste une question, et notamment parce qu'on a la chance d'avoir un député donc, qui suit les débats budgétaires, qui était au cœur de l'explosion du rôle du gouvernement Bayrou. Ma question, elle est assez simple. On nous dit qu'il faut faire des économies, c'est-à-dire prendre dans nos poches, dans nos salaires, dans nos services publics, dans nos emplois. Bayrou chiffre ça à peu près 50 milliards d'euros. En fait, c'est la Commission européenne qui a fait ce chiffre, puisque c'est dans les documents du semestre européen. Chaque année, la Commission européenne donne la feuille de route budgétaire de chacun des pays de l'Union européenne. Et quand on regarde en face, l'augmentation du budget militaire, c'est 40 milliards d'euros, puisqu'il faut répondre au doublement des dépenses militaires ordonnées par l'UE et par l'OTAN. Et c'est aussi une augmentation considérable, d'ordre d'une dizaine de milliards d'euros, de la contribution de la France à l'Union européenne, y compris pour alimenter le plan de 813 milliards d'euros pour la guerre qui a été décidé par l'UE. Alors, on a beaucoup mis en avant, pour le mouvement social, les 211 milliards d'euros de contribution de subventions, d'assistance à ces grands assistés que sont les multinationales, les milliardaires. Mais est-ce qu'on n'a pas tort de ne jamais parler de ces 40 milliards d'euros pour la guerre et de ces 20 milliards d'euros pour l'Union européenne? C'est aussi des économies qui, en fait, aujourd'hui déstabilisent le budget. C'est des économies, en effet, c'est des sources d'économies qui sont tout à fait possibles et à regarder de près. Après, moi, au-delà de la question des sommes, c'est finalement où part cet argent et qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Parce que moi, les 210 milliards, par exemple, d'aide aux entreprises, à la limite, pourquoi pas? Mais c'est surtout derrière, est-ce qu'il y a de la création d'emplois? Quels sont ces emplois? À quoi ça sert? Et comment sont rétribuées les richesses qui sont créées via ces entreprises-là? Parce que derrière, c'est toujours cette question-là, en fait. On nous sort toujours des sommes. Finalement, déjà, on se rend compte que tout mis bout à bout, en effet, ça fait énorme. Et puis, c'est que ça part, tout ça, parce que je ne crois pas que ça s'évapore dans l'air. Il y en a qui s'en mettent quand même plein les poches. Et en effet, ces histoires d'économie de guerre, ces histoires de 40 milliards, etc. Déjà, on se rend compte que souvent, c'est des injonctions qui sont faites par tel ou tel dirigeant, et notamment par Trump et l'Amérique, enfin, en tout cas, les États-Unis. Et on se rend compte que les aides européennes, là aussi, bénéficient pas vraiment à ceux qui en auraient le plus besoin. Donc en effet, il y a besoin de regarder tout ça et d'avoir, je dirais, une clarté, mais surtout que les gens puissent savoir où part cet argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a une opacité autour du budget. Déjà, c'est quelque chose d'assez complexe, mais en plus de ça, il y a une opacité qui fait qu'on donne des milliards comme ça et on ne sait pas où ça passe. On parle beaucoup des 211 milliards en effet qui ont été révélés par la commission d'enquête qui a été menée par Fabien Gay, mais il y a un bouquin là qui est sorti très récemment où visiblement on serait même à 270 milliards. Donc on voit qu'en fait c'est quelque chose quasiment d'infini, mais ce qui est certain c'est que nous on ne le voit jamais dans la poche des salariés, et ça, de pouvoir reprendre la main, que ce soit dans l'entreprise, mais aussi finalement sur la démocratie, qu'elle soit financière, qu'elle soit politique ou je ne sais quoi, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question avant de, je pense, clore, parce que beaucoup de gens... Oui, juste une question justement par rapport au Brexit et à la sortie de l'OTAN. Quelles sont, selon vous, la manière à faire pour justement affronter la réaction et justement des puissances impérialistes qui clairement pas apprécié justement cette position. On le voit déjà avec Cuba, rien que le fait qu'il y ait une révolution au cœur du continent américain, les États-Unis font tout pour faire un blocus. Donc Fadi Katem l'a bien expliqué, la France est un des maillons faibles, un des pivots effectivement de la question européenne. Donc les puissances feront tout en sorte d'empêcher tout basculement et vont donc tout faire pour essayer d'isoler la France. Quelles sont pour vous peut-être les méthodes qui permettraient justement d'échapper à cet encerclement? J'imagine que c'est plutôt une question pour le PRCF, puisque c'est le PRCF qui porte ce festival ici. Donc je vais laisser Gilliatt répondre. On échange les casquettes. Écoute, on l'a dit, je crois à peu près tous, de différentes manières. La réalité, c'est que, et Fadi l'a rappelé à la fin, il y a
On a l'infrastructure, hein, le capitalisme, la mondialisation capitaliste, c'est superstructure. Chez nous, c'est l'Union européenne, c'est l'OTAN. C'est ici que c'est comme ça que ça s'organise ici, et pour la France et pour nos pays voisins. Écoute, c'est ce qu'on a dit, je crois, voilà, encore une fois, de différentes manières. La réalité, c'est que ça passe, moi je l'ai dit comme ça en tout cas à la fin, c'est remettre le monde du travail au centre de la scène nationale mais aussi internationale. Le meilleur moyen de le faire, c'est par l'organisation des grèves. L'instinct un peu, disons, populaire, là, qui est ressorti encore une fois, s'est exprimé d'une autre manière avec les Gilets jaunes. Bon, là, ça s'est exprimé par ce mot d'ordre « bloquons tout ». On voit bien, et on l'a exprimé aussi, que ça a des limites. Bloquons tout, bloquons tout, il faut, si on veut lui faire un saut qualitatif, c'est bloquons tous les profits capitalistes. Par cette voie-là, par l'organisation de la grève, par la construction de la grève générale, par des grèves, par des luttes, dans nos entreprises, dans nos secteurs d'activité, dans nos branches, etc. etc. C'est par là qu'on s'attaque directement au capital, qu'on s'attaque directement aux superstructures de la mondialisation capitaliste, telle qu'elle s'expriment et s'organisent et se construisent ici. Donc c'est voilà, tout simplement par là qu'on renverse la table. Et effectivement, la France, on a l'habitude de le dire, dans ce contexte aujourd'hui de paix, plutôt de guerre du coup, de mondialisation de la guerre, la France, et Macron, disons plus que la France, se porte en poste avancé et à l'avant-garde du bellicisme mondial, notamment dans le cadre du conflit en Ukraine, mais Mathieu aussi l'a rappelé, je crois, par rapport, on est cinquième vendeur d'armes à Israël, on est aussi, par notre flotte, on est aussi à l'avant-garde du côté de la mer de Chine pour aller foutre le bordel là-bas. Donc la France, c'est la tête de pont du bellicisme euro-atlantique aujourd'hui, peut-être derrière les États-Unis d'Amérique, en tout cas en Europe. Et contradictoirement, c'est potentiellement l'homme, d'une certaine manière, l'homme le plus malade du bloc euro-atlantique. Donc il y a aussi, je parlais de devoir tout à l'heure dans mon intervention, il y a un devoir du monde du travail, a fortiori de la classe ouvrière, mais donc encore plus de ces organisations confédérales, fédérales, de ces syndicats, devraient apporter la grève dans le pays pour bloquer tous les profits capitalistes et par là mettre d'abord les coins et ensuite renverser la table et toute cette table. Et je pense que si on renverse la table nationalement ici en France, plus peut-être que dans d'autres pays de l'Union européenne par exemple, ça peut entraîner d'autres choses à l'échelon mondial. Et par là, faire en sorte que ça se... comment dirais-je, que des pays comme Cuba par exemple, comme tu citais, ne soient encore moins isolés. Merci, il y a Mathieu qui voulait aussi répondre là-dessus. Alors, moi, je n'apporte pas évidemment la réponse du PRCF, j'ai été apportée, mais juste, tu as donné des éléments. Alors, tout à l'heure, quand il l'a dit, oui, c'est la question, on l'a dit, du mur de l'argent, hein, c'est ça. Tu fais des politiques progressistes, tu quittes l'Union européenne, tu quittes l'OTAN, tu es puni par les autres, et tu te boycottes, et tout ça par les nations impérialistes. Alors déjà, premièrement, moi je suis assez d'accord avec toi de ce que tu as dit tout à l'heure. Ma première réaction, c'est vraiment barrez-vous. Mais vraiment, mais avec plaisir. Hein. Ni fleur ni couronne. Les grands actionnaires, voulez-vous barrer? Barrez-vous. Bon, par contre, alors que moi je suis pour ouvrir les frontières aux pauvres travailleurs migrants, je suis bien pour que toutes ces douanes qu'on utilise pour aller noyer des pauvres gens qui passent la Méditerranée, on les mette pour remettre un peu des frontières pour empêcher nos lingots, ceux qu'on a produits, de se tirer au Liechtenstein, le Panama et tout comme tout. Et juste sur Cuba et le Venezuela, moi deux exemples là-dessus en tant que militant internationaliste en liaison avec les organisations. D'abord Cuba. On va pas se mentir, 60 ans de blocus, enfin bon, c'est une île à la con, je sais pas si t'es déjà allé, il n'y a rien là. Non mais sans déconner, il n'y a rien à Cuba. Non mais en vrai, hein, pas de pétrole, rien. Tu vois, il y a des cannes à sucre, tu vois, quelques poulets qui seront après, sans déconner. Hein. 60 ans de blocus, beaucoup de difficultés. Je vois, il n'y a pas un sans-abri. Moi, porte de la Chapelle, je dois lever les jambes pour pas marcher sur les clodos dans la ville lumière. Non mais en vrai. Il y a les soins gratuits pour tous, l'éducation meilleure qu'ici et tout ça, garantie à tout le monde. Et le minimum vital en termes de bouffe, alors tu sais, chaque jour, hein, tant de grammes de haricots rouges, de riz, de machin, si tu as des enfants, du lait en plus. Et imagine
à ce niveau-là d'égalité sociale que tu n'as pas ici, avec 60 ans de blocus, imagine, même nous, tout le monde nous fait blocus en France, le niveau d'égalité sociale qu'on pourra avoir ici, avec notre capacité de création de richesse dans le pays. C'est dingue, c'est dingue. Tu vois ? Et sur le Venezuela, et je termine là-dessus, je ne veux pas vous embêter, il y a les crêpes qui attendent et tout. D'ailleurs, je remarque que vous avez mis le drapeau dans le mauvais sens, parce que tu sais que Chavez avait réformé ce drapeau. Il disait, qu'est-ce que c'est que ce cheval qui regarde vers la droite? Et tu savais qu'il avait tourné le cheval du drapeau. Donc normalement, il devait le connaître. Mais, écoute, histoire vraie. J'étais au Venezuela, à Caracas, à l'invitation des syndicats du transport de Caracas, en 2019, 2 mois après le début du blocus. D'ailleurs, il nous avait dit, ça nous fait plaisir que vous soyez là, parce que quand on avait la baraka, qu'on réussissait tous avec la manne pétrolière, machin, on avait plein d'amis, là maintenant il n'y a plus personne qui vient nous voir. Depuis le blocus, c'est vrai, hein. Donc j'étais content qu'on vienne dans les difficultés. Tu sais, les amis, c'est bien quand c'est bien, mais les vrais amis, tu reconnais quand ça va pas bien. Bon, voilà. Il y avait des coupures d'électricité 5 fois par jour, c'était une dinguerie. Dans les hôtels, ils nous disaient prenez pas l'ascenseur, t'imagines, il y a une coupure entre le 30e et le 40e étage, sans déconner, c'était une histoire de fou. Grosse difficulté et tout ça. Pays déstabilisé par le blocus, c'était le but, hein. C'était le but, d'abord blocus, et après un peu le coup d'état militaire, à la chilienne, j'ai envie de te dire. Bonne méthode, hein, on connaît. Mais j'ai vu ce peuple extrêmement résilient qui résistait et tout ça. Et j'y suis retourné là, en juin, à l'occasion d'un meeting, de l'Union internationale des syndicats du transport sur le bureau Amérique latine. J'ai vu en quelques années la capacité de résilience qu'ils ont eue, et que quand tu leur parles du blocus, ils te disent mais en fait le blocus pour nous c'était une opportunité de nous prouver à nous-mêmes et au monde que sans l'empire, on peut quand même produire, satisfaire les besoins populaires. Et ils m'ont donné un exemple incroyable, c'est des petits exemples je trouve. Je ne parle pas des chiffres, la production pétrolière, les machins sont tapes, c'est abstrait. Les camarades du métro de Caracas, ils m'ont dit, nous on était en contrat pour 90 ans, ça c'est les vrais contrats coloniaux, hein, avec la France, Alstom. C'est eux qui nous fournissaient les rames, tu vois, la France. Et donc, c'est eux qui nous... Là maintenant, c'est qu'eux qui pouvaient nous donner à faire. Et on n'avait même pas de souveraineté sur notre métro, 90 ans de concession, hein, comme le port de Dakar, tout comme ça. Hein. C'est méthode coloniale. Hein. Du jour au lendemain, la France rentre dans le blocus, avec les toutous derrière les Américains, et du coup, on n'a plus de maintenance. Contrat annulé. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, les camarades, on est allés, on a désossé une rame entière, toutes les pièces, plus de 24 000 pièces, qu'on a prises en photo, qu'on a dessinées avec tout ça, et on est allé travailler pour usiner des machines capables de reproduire exactement les mêmes pièces et le remonter à l'identique. Et maintenant, non seulement on fait notre maintenance, mais depuis 2 ans, on en produit nous-mêmes, qu'on exporte en Amérique du Sud. Alors voilà, ça c'est un peu une danse de la station hier. Nous sommes la jeune France, nous sommes les gars de l'avenir, élevés dans la souffrance, oui nous saurons à coup mourir. Nous travaillons pour la bonne cause, pour livrer le genre humain. Tant pis si notre sang arrose les pavés sur notre chemin. Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les cadets et les fascistes. Là la jeune garde, qui descend sur le pavé. Ce pavé, c'est la lutte finale qui commence. C'est la revanche de tous les morts de faim. C'est la révolution qui s'avance et qui sera victorieuse demain. Prenez garde, la jeune garde. Bravo, merci camarades. Mon âge, ce chanson, Merci à tous.